certains et des avancées conséquentes, de l'espérance de vie aux autres indicateurs du développement humain, qu'il s'agisse de la santé, de l'éducation, du niveau de vie. Alors pourquoi cette image persistante de prédation, de pillage des ressources, de corruption croissante, bref, de mal-développement? Calix Beyala. Écoutez, je tenais d'abord à saluer Aminata, vraiment, mais vraiment. Salut Sistoun. Cela est dû essentiellement d'abord à l'histoire de l'esclavage, à l'histoire coloniale aussi. Quand un peuple a été pendant des siècles aussi maltraité, méprisé, écrasé, étouffé. N'oubliez pas surtout que durant ces périodes, tous les hommes brillants ont été systématiquement soit déportés, soit assassinés. Donc l'Afrique s'est retrouvée à un moment donné très démunie. Tous les Kwame Nkrumah sont retrouvés morts en exil, les Oumniobé, tous ces hommes qui portaient l'Afrique en réalité, parce que, vous savez, toutes les sociétés ont besoin des figures fortes pour avancer, ont été tous décimés. On a laissé les plus fragiles, ceux qui demandaient le moins des indépendances, on les a mis au pouvoir, c'est-à-dire les plus faibles parmi nous, on les a mis au pouvoir pour pouvoir mieux les contrôler, mieux exploiter l'Afrique, mieux tuer les Africains d'ailleurs, parce que aujourd'hui, nous sommes pris entre ces organisations mondiales dont vous parlez qui nous exploitent, mais aussi par, ça dépend des pays d'ailleurs, en Afrique centrale, par nos propres dictateurs, nos propres frères qui nous mettent dans une situation difficile. Vous savez que depuis les ajustements structurels... On va rentrer dans le détail. Je voulais juste une première impression et vous aurez l'occasion de détailler les différents points. Madame Traoré, une première impression sur cette question-là, ce mal-développement malgré les atouts, une première impression, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, je doute d'abord. Je me pose des questions sur ce que ce développement veut dire. Quand vous dites que l'Afrique est dans la mondialisation au même titre que les autres, et que j'entends parler d'un certain nombre d'indicateurs. L'idée consiste à dire de toute façon que la mondialisation a marché et aurait tiré, en tout cas pour ce qui concerne le Sud global, bon nombre de gens de la pauvreté et ainsi de suite. Soyons réalistes, prenons le pouls du monde au moment où je vous parle, d'où vous me parlez et d'où je vous parle. Moi, j'ai l'intime conviction que la mondialisation heureuse est une sorte de chimère et que nous, de toute façon, la décolonisation est restée inachevée. Nous sommes des pays sous tutelle. Immédiatement après l'accession, enfin, de ce que nous avons cru être des indépendances, et on a emboîté le pas. En fait, on n'a pas su rompre avec un système économique destructeur, prédateur, lié à la nature du système global. Donc vous incriminez le système global, vous en pensez quoi, Sylvie Brunel? Cette image peu déconsidérée de l'Afrique, question qui peut paraître provocante et délicate. Mais j'aimerais avoir votre avis. L'Afrique se veut de plein pied dans le monde, même si vous dites que la mondialisation est malheureuse. Elle est quand même pleinement active parce que c'est une forte population avec des ressources, une activité. Mais elle est toujours à la recherche d'une aide au développement. La question que je vous pose, et c'est à vous que je la pose parce que vous avez exercé des responsabilités politiques, comment on peut assumer un destin souverainement tout en restant dépendant du reste du monde? Moi, d'abord, je voudrais que l'on fasse la distinction entre profiteurs de l'extérieur et profiteurs de l'intérieur. Et je crois que il faut inscrire l'Afrique dans le monde. Et il y a des spécificités
africaine. C'est une histoire singulière pour des raisons que Calix a évoquées. Mais moi, je me dis que les responsabilités, je ne peux pas dire que FMI, Banque mondiale, il y a toutes ces institutions financières, monétaires, c'est des relations de dominant à dominé. Ça a toujours été ça. Et de la traite négrière à ce jour, le système capitaliste a toujours eu besoin des richesses du continent. En hommes, les esclaves, les ressources naturelles, rien n'a changé. Quand je réfléchis, je regardais ce matin la situation de la dette africaine. Nous nous sommes endettés pourquoi? En mettant en place des infrastructures dont les grandes entreprises étrangères avaient besoin et ont besoin. Et on rembourse aujourd'hui. Et moi, vous me dites, j'ai été au pouvoir, bon, j'ai été ministre de la Culture du tout. Je sais de près que l'Afrique n'a pas eu que des dictateurs, que des corrompus. Et les dirigeants n'ont pas de marge de manœuvre parce que les décisions se prennent ailleurs et ça, ce n'est pas spécifique à l'Afrique. Moi, oui, je fais le va-et-vient, je connais pas. Madame Traoré, sur la question de la dépendance, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'être à la fois dépendant et de vouloir être souverain? C'est quand même... Les gens s'interrogent à ce sujet-là. Mais non, mais l'Afrique n'a pas choisi d'être dépendant. On a créé cette dépendance. Quand nous sommes à la sortie de quand nous avons cru échapper au joug colonial, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons continué les mêmes cultures de rente, ce que Samir Amin appelle l'échange inégal. L'échange inégal a prévalu et continue. Nous ne décidons pas des prix des matières premières. Et quand on connaît le processus de l'endettement, on a été, je ne suis pas dans la victimisation, mais c'est clair que le fardeau de la dette, la manière dont le commerce mondial est structuré et géré, et c'est un système de pillage de l'Afrique, et pas du fait des Africains, c'est pas le choix des Africains. Merci Mme Traoré. Alors Calix Beyala, pour poursuivre le débat, j'aimerais avoir votre avis. L'Afrique, ce sont des Afriques et de nombreux pays africains. Comment expliquer que certains se débrouillent mieux que d'autres, à la fois au niveau de l'éducation, du système de santé, voire du produit national brut? Comment vous expliquez cette différence entre les économies et les sociétés en Afrique? Avant de répondre à votre question, je voudrais revenir sur quelque chose. Vous avez parlé beaucoup de dépendance de l'Afrique. Mais aujourd'hui, nous sommes tous interdépendants. L'Afrique dépend de l'Occident, qui dépend de l'Afrique, qui dépend de l'Asie. Je vais dire, nous sommes interconnectés à des degrés divers, mais aujourd'hui, il n'y a personne qui est totalement autonome. Je pense qu'il faut arrêter. Non, vous allez me laisser parler. L'aide au développement ne concerne pas tous les pays. L'aide au développement, vous les récupérez, votre aide au développement. Hein? Vous renvoyez de l'aide à des dictateurs qui vous les renvoient et vous dites que vous aidez les Africains, mais personne ne nous aide. Je tiens d'abord à le signaler. Deuxième chose, la jeunesse africaine est devenue très digne. Elle n'est pas là en train de commander. Même s'il y a quelques gamins qui traversent la mer pour survivre, l'Afrique n'a jamais été aussi digne qu'à l'heure actuelle. Je tiens vraiment à le dire, nous ne sommes pas des mendiants. Et la jeunesse africaine a conscience aujourd'hui qu'elle a des matières premières, qu'elle est riche, qu'elle peut se développer. Nous sommes sur un autre schéma. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Maintenant, je vais vous répondre à votre question. Pourquoi certains pays sont plus avancés que d'autres? Parce qu'ils ont eu de meilleurs dirigeants. Ils ont eu des meilleurs dirigeants, notamment au Ghana, avec les Rawlings, qui ont quand même éliminé tous les, on a beau dire ce qu'on veut, tous les corrompus, et qui ont permis qu'avec le peu, malgré ce que les banques mondiales et FMI faisaient, servaient à éduquer leur peuple et à les scolariser et à les soigner. Il y a eu, par exemple en Afrique centrale,
on a eu des bouffons. Il faut quand même se dire la vérité. Au Cameroun, au Gabon, on a eu, ou en Centrafrique, on a eu des sanguinaires. Des gens qui étaient là, qui pillaient tout, qui volaient tout, qui n'ont pas, sont pas souciés de leur peuple. Il y a cette responsabilité aussi qui est là. Moi, je ne suis pas toujours en train de dire, oui, mais la responsabilité est toujours ailleurs. Je veux dire que quelquefois, on peut nourrir sa famille avec peu. On peut avoir le sens du partage. Et beaucoup d'Africains aussi ont été comme leurs maîtres européens, n'ont pas eu le sens du partage, du vivre ensemble, de donner un peu à l'autre. Il y a une responsabilité partagée. Moi, au fil des années, quand j'avance dans la vie, je trouve qu'il n'y a pas quelqu'un qui ressemble plus à un autre qu'un autre homme. Oui. Quelle que soit sa couleur, hein, ils se ressemblent, les capitalistes, les pilleurs dans le monde. Franchement, j'ai trop vieilli pour penser qu'ils sont d'un côté et pas de l'autre. Merci. Alors, mais il s'agit d'avancer. Bon. On parle de profiteurs et c'est le thème de l'émission. La Russie, la Chine, la Turquie, plein de pays sont là et sont là pour leurs propres intérêts, comme l'était la France-Afrique. À votre avis, l'expérience que vous avez de l'Afrique suffit-elle à empêcher ces nouveaux profiteurs de piller l'Afrique? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour ne pas les laisser libres de cette prédation? Parce que tous les pays sont prédateurs. Il n'y a pas que l'Europe dans ce domaine-là. Je pense que vous sous-estimez beaucoup les Africains. Ça me gêne vraiment. Ça me gêne parce que nous sommes des êtres humains. Nous avons une expérience de la prédation. On ne va pas quitter la France-Afrique pour tomber dans les mains des Russes. D'accord. Vous pensez qu'on est là parce que nous les adorons? On ne les connaît même pas. Moi, je ne parle pas le russe. Il y a peut-être quelques Africains qui parlent le russe, hein? On ne les connaît pas. Mais on a eu besoin d'eux pour des situations bien précises de terrorisme. Mais vous pensez qu'on va les laisser là? Mais vous vous gourrez. Aucun Africain ne va laisser, on ne va plus laisser quelqu'un rester là et nous piller. Mais on ne va pas non plus se couper du reste du monde. On aura toujours des partenaires, dont les Russes, dont les Français, dont les Américains, dont les Chinois, etc. Mais arrêtez de nous prendre, moi ce qui me gêne dans ce débat, pour des gens, des enfants qu'on vient, qu'on pille, qu'on torpille, qu'on doit aider, que ceci. On a grandi. Et ce que j'ai aimé dans ce que vient de dire mon ami tout à l'heure, c'est que vous n'avez pas vu l'Afrique se mondialiser. Vous n'avez pas vu l'Afrique grandir. Sinon, vous ne me poserez pas ce genre de questions. On utilise les autres comme ils nous utilisent. Et on va les mettre dehors, ça nous dérange. On mettra les Russes dehors, comme la France-Afrique. On est en train d'essayer de casser tout ça. Donc, faites-nous confiance. Et je tiens aussi à dire quelque chose. Excusez-moi. Beaucoup d'Africains ne quittent pas l'Afrique. Ça, c'est une idée reçue. Il y a à peine 0,2% d'Africains qui quittent l'Afrique. Mais il y a plus de médecins béninois en France qu'au Bénin. Peut-être, mais le problème, c'est qu'on s'est embêté à former des gens brillants qui partent. Non, tous les gens brillants ne partent pas. 0,2% seulement d'Africains quittent le continent. La plupart de l'immigration africaine se fait à l'intérieur de ce continent. Je sais bien. Oui. Et les médecins camerounais vont travailler au Gabon. Plus qu'en France, même si, ils vont travailler au Gabon, où ils seront mieux payés, ils vont travailler en Afrique du Sud. En fait, l'immigration africaine est d'abord interafricaine. Je vais dire, en même temps, les hommes se sont toujours déplacés. Il y a aussi des médecins français en Afrique, aux États-Unis. Je vais dire, vous n'allez pas empêcher le monde d'être le monde, c'est-à-dire que des hommes se rencontrent, comme depuis la nuit des temps, qu'ils échangent des idées, qu'ils échangent des expériences. Ça a toujours été comme ça. Merci, Calix Meyer. Alors, si... je ne suis pas sûre, comme Sylvie Brunel le soutient, que les choses vont si bien dans certains pays. La question fondamentale est ce que développer veut dire. Qu'est-ce que développer veut dire? Est-ce que c'est les infrastructures, des bâtiments qui poussent, des investisseurs étrangers qui viennent? Je n'en suis pas sûre. Et
nos pays, nos États ont les mêmes maîtres. Ils ont les mêmes maîtres. FMI, Banque mondiale, OMC, l'Union européenne, ce sont les mêmes. Et nous nous inscrivons, nous, l'Afrique aujourd'hui s'inscrit dans une dynamique mondiale qui relève de la guerre. La mondialisation néolibérale, c'est de la guerre. C'est une guerre sans merci. C'est elle aujourd'hui aujourd'hui, et la guerre russo-ukrainienne, l'OTAN, l'Afrique ne fonctionne pas en dehors de ces réalités. L'OTAN s'occupe aujourd'hui du Sahel. Pourquoi? Et pourquoi on s'étonne qu'au début de cette guerre, il y a 10 ans, quand j'ai dit que ce n'était pas notre guerre, aujourd'hui j'entends les Africains dire que ce n'est pas notre guerre. Je fais partie de ceux qui, dès 2013, ont dit cette guerre, soi-disant anti-djihadiste, ce n'est pas notre guerre. Les djihadistes que je connais, que je vois aujourd'hui, qui sèment la terreur et dans les villages, qui tuent, sont des victimes des programmes d'ajustement structurel. J'en ai des morts. On ne peut pas me dire que c'est fini, que c'était une autre histoire. C'est la même histoire. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Souvenez-vous, la grande, disons, quand la Banque mondiale ne jurait que par la lutte contre les pauvretés, elle est devenue aujourd'hui, elle s'est vite transformée en une lutte contre les pauvres, parce que les projets mis en œuvre profitaient d'abord à d'autres, à une poignée d'Africains initiés qui savent comment faire. Madame Traoré, l'assujettissement économique, ce n'est pas la relation de maître à esclave d'il y a plusieurs siècles. Les pays sont indépendants aujourd'hui. Alors, les pays les acteurs sont les mêmes. Et j'ai entendu dire, dans le cadre de l'intervention militaire de la France au Mali, que c'est un devoir de civilisation. Et c'est ce que j'entends aujourd'hui dans le cadre de la guerre russo-ukrainienne, ou bien plutôt de l'Occident contre la Russie ou vice-versa, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que rien n'a changé. Et c'est notre grille de lecture, c'est le diagnostic qui me paraît aujourd'hui totalement erroné. Vous ne pouvez pas comprendre l'Afrique si vous ne l'inscrivez pas dans ce système global et dans cette levée de bouclier des peuples du monde. Il n'y a pas qu'ici. Les peuples du monde aujourd'hui disent non à la dictature du marché. Je crois qu'Alix Beyala vouliez intervenir sur la question des institutions financières par rapport à ce qui a été dit. Ben écoutez, j'épouse tout ce qui a été dit par rapport aux institutions financières, n'étant pas économiste. C'est vrai que je me souviens de cet ajustement structurel qui avait mis le Cameroun KO. Mes oncles sont retrouvés au chômage, je devais me débrouiller, j'étais toute jeune, à Paris pour leur envoyer de quoi manger. Mais sachez aussi que, au-delà du FMI et tout ça, les gouvernements, notamment du Cameroun, vont profiter de l'ajustement structurel pour dominer les populations. Comment? À savoir que ces ajustements structurels ont pris fin dans les années 2000. D'accord? Au Cameroun, les salaires avaient été divisés par 3. Aujourd'hui, alors que la plupart des pays ont remis les salaires en place, le Cameroun ne l'a pas fait. Ce qui veut dire qu'on a un salaire 3 fois moindre que par exemple au Gabon ou en Centrafrique et dans d'autres pays africains. C'est fait exprès pour mieux écraser les peuples, pour mieux les dominer. Mais comment vous pouvez dire des choses pareilles? C'est la vérité. Quand on voit que ces 50 dernières années, l'Afrique a considérablement progressé en espérance de vie, en politique d'éducation, de santé, etc. Est-ce que c'est pas exagéré que de dire que ces institutions sont venues écraser? Vous oubliez aussi une chose, c'est la capacité d'inventivité, de créativité du peuple africain. Nous avons nous-mêmes, avec nos petits moyens, construit des petites écoles dans les villages, construit des petits dispensaires, remis en place les méthodes traditionnelles de soins. C'est-à-dire que notre pharmacopée aujourd'hui est plus valide que jamais. Vous avez parlé tout à l'heure de la Covid-19. Nous n'avons pas attendu les vaccins pour soigner nos malades de Covid. On a récupéré nos médicaments traditionnels. Nous nous sommes soignés avec. J'y étais. Donc, tout ce qui était méprisé autrefois a été réhabilité. Donc, ne pensez pas que nous sommes là, on attend qu'on nous apporte ce qu'il faut.
on bâtit nos universités aujourd'hui, des universités panafricaines avec d'autres modes de réflexion, d'autres façons d'enseigner aussi. Dans un pays comme le Cameroun, c'est un peuple extrêmement dynamique qui crée des universités. On n'attend pas les aides, hein. On n'en a pas besoin parce qu'on sait que quelquefois c'est un poison et que souvent c'était une manière de nous inféoder et de nous dominer. Nous en sommes conscients. Moi, je suis une enfant d'après les indépendances. Ce n'est pas pareil que nos parents qui sont nés avant les indépendances. On a une autre façon de regarder le monde. Nous faisons partie du monde et ce monde, nous allons le conquérir. Je suis très confiante sur le fait que dans 30 ans, comme disait Sylvie, notre pays, notre continent sera la terre d'accueil de tous les autres peuples du monde. Antoine Glaser, votre point de vue